493 Crimson-Tel en sprintant à travers la quatrième époque silencieuse, désolée et délabrée de trêve, les blessures abdominales de Lumian ont été maîtrisées, grâce à ses puissantes capacités d'auto-guérison. Il semblait que leur état ne s'aggraverait pas de sitôt. Heureusement, ils sont tous les quatre restés relativement proches, évitant ainsi les dangers de se perdre ou de se séparer du groupe. Alors que Lumian envisageait de trouver un endroit où se cacher, un grand nombre de violents fragments de lumière se matérialisèrent devant eux. Il était évident que le pouvoir émanant de la quatrième époque de trêve avait été transféré à distance. Lumian et les autres n'étaient pas étrangers à cette terrifiante tempête de lumière. Ils l'avaient rencontrée une fois dans la nature, grâce à l'armure intégrale blanc-argentée de Gardner Martin. Gardner Martin? Lumian s'arrêta à temps, s'abstenant sagement de se précipiter dans la tempête de lumière affaiblie mais toujours périlleuse. L'expression de Franca devint compliquée, ne sachant pas si cette rencontre était une chance ou un malheur. Alors que la lumière diminuait, elle aperçut la tête de Gardner Martin, une longue colonne vertébrale tachée de sang traînant derrière elle. Son armure était incomplète, son visage couvert de blessures carbonisées et hideuses. Le casque s'était effondré, révélant faiblement son cerveau blanc grisâtre. Ses yeux semblaient vides, flous et remplis de vertige, comme s'il avait subi un choc exagéré dû à l'impact intense. L'adversaire de Gardner Martin se présentait comme son corps vêtu d'une armure blanc-argentée, dépourvu de tête. Le moignon du cou était trempé de sang. Levant les mains, il condensa une énorme hache faite de lumière. Bien qu'incapable de déclencher l'ouragan de lumière, il s'est avéré suffisant pour les combats ordinaires. Franca regarda le visage tragique familier mais inconnu et expira. Elle a sorti un miroir et la réfléchit. À ce moment-là, les pensées de Gardner Martin sont revenues à la normale. En plus de son corps sans tête, il a vu les beaux yeux couleur lac de Franca, semblant calme. Franca a posé sa main droite, engloutie par des flammes noires, sur le miroir reflétant la tête de Gardner Martin et a murmuré « Je vais te libérer ». Gardner Martin, encore sous le choc du coup immense porté à son corps, s'est retrouvé instantanément enveloppé par des flammes noires, sa spiritualité s'enflammant de l'intérieur. Luttant pour crier, il découvrit sa voix étouffée. Désirant l'aide de la grande volonté et tentant d'utiliser son caractère unique pour invoquer le pouvoir conféré par la quatrième époque de trêve, il ne rencontra que le silence. Avec un whoosh, Gardner Martin sans tête a brandi la hache rayonnante, frappant le visage de la tête. La visière manquante s'est brisée et la hache s'est enfoncée dans le crâne. Lumian, après avoir fait quelques pas sur le côté, leva la main droite, déclenchant une boule de feu cramoisie, presque blanche, comme un boulet de canon visant le crâne englouti de Gardner Martin. La boule de feu a atterri sur la fissure, explosant et déchirant le cerveau blanc grisâtre non protégé. Sous l'assaut incessant de son corps, de son amant et de son subordonné, la tête et les yeux de Gardner Martin étaient exorbités, remplis de haine et de douleur. Alors que le casque argenté atterrissait, Gardner Martin, toujours vêtu de son armure, se retourna, levant la hache lumineuse et chargeant sur Lumian et les autres. À chaque pas, sa stature semblait s'élargir, et au moment où il se tenait près de Gardner Martin sans tête, ses vêtements et son pantalon se tendaient contre sa forme grandissante. Le pouvoir d'un ascète. Pendant son séjour aux abords de la quatrième époque de trêve, Lumian avait stratégiquement compressé une partie de sa force. Maintenant, il le déchaînait. Même si la force accumulée n'était pas écrasante, elle avait visiblement transformé. Couplé à la vitesse, à l'agilité et au physique amélioré accordé par la flèche du sanguinaire, Lumian était confiant dans sa capacité à résister à l'attaque imminente de Gardner Martin vêtu d'une armure d'argent. Juste au moment où la collision devenait imminente, Lumian esquiva droitement, permettant à la hache de lumière de fendre l'air. Il frappa rapidement le poignet de Gardner sans tête. Avec un bruit retentissant, Gardner sans tête a jeté la hache rayonnante, a serré son poing ganté de métal et a lancé un coup puissant contre Lumian. Le corps de Lumian se balançait légèrement, tandis que Gardner sans tête se dressait comme un sommet de montagne inébranlable. Rétractant son poing gauche, Lumian le relâcha, le balançant en l'air pour soulager la douleur alors qu'il se préparait à frapper avec son poing droit. À ce moment-là, Franca, ayant disparu tandis que Lumian s'approchait de Gardner sans tête, réapparut derrière l'ennemi vêtu d'une armure d'argent. Levant l'anneau noir de fer sur son pouce gauche, ses yeux s'illuminèrent comme un éclair. Ne sachant pas si le corps sans tête pouvait encore être affecté par le perçage psychique, Franca pensait que cela devrait être possible. Tant qu'il y avait un esprit, le perçage psychique pouvait exercer son influence. En un instant, Gardner sans tête se figea. La peau et la chair exposées de son cou et de sa poitrine se contractèrent. Jenna, qui avait été plus lente à cause de la récitation d'incantations et de l'utilisation de matériaux, est également arrivée. Se révélant à distance de Gardner sans tête, elle fit condenser et voler des flammes noires, atterrissant sur le cou ensanglanté de l'ennemi, non protégé par l'armure d'argent. Cela a enflammé l'esprit dans un état de douleur. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Anthony Reed a sprinté devant Jenna, réduisant l'écart entre lui et Gardner sans tête. Puis, ses pupilles sont devenues verticales, une légère teinte dorée les colorant. Frénésie. Soudain, des flammes jaillirent du corps sans tête dans l'armure d'argent, brûlant sa chair.
En voyant cela, Lumian se pencha en arrière, frappant le sol avec son pied droit pour s'envoler, loin de Gardner sans tête. Simultanément, il condensa des boules de feu cramoisies, presque blanches, autour de lui. Les boules de feu ont traversé le cou non protégé et pénétré dans le corps, explosant de l'intérieur avec un grondement retentissant. L'armure d'argent trembla violemment alors que le corps sans tête était réduit en chair et en sang carbonisé, peignant la couche interne de l'armure. Boum! Lumian, propulsé en arrière par les vagues de l'explosion, atterrit au sol. Simultanément, la montagne à l'armure d'argent s'est effondrée au sol. Juste au moment où Lumian se levait et se préparait à féliciter Franca et les autres pour leur effort coordonné, il sentit soudain le ciel se transformer en une profonde nuance de rouge sang. Cependant, il ne pleuvait pas. C'étaient des flammes d'un blanc flamboyant. Au sein de ce déluge de feu, des gouttelettes de sang accompagnaient la chute du feu. Franca s'est rapidement dirigé vers un bâtiment voisin, utilisant son toit étendu comme couverture contre la pluie de feu d'un blanc brûlant. Lumian, Jenna et Anthony ont emboîté le pas. Des flammes chauffées à blanc et des gouttes de sang rouge vif tombaient à un rythme de plus en plus rapide, peignant les environs dans des tons de rouge et incendiant les bâtiments. Les structures en feu se sont fondues dans une mer de flammes. En réfléchissant à l'opportunité d'activer l'aura de l'empereur de sang pour trouver des solutions potentielles à l'horreur qui se déroulait, les yeux de Lumian aperçurent Madame la magicienne, vêtue d'une chemise à nœuds et d'une robe beige. Un soupir de soulagement lui échappa. La lumière resplendissante des étoiles a illuminé la scène et ils ont disparu de la rue, emportant avec eux l'armure de la fierté, le cadavre de Gardner Martin et divers objets éparpillés sur le sol, tous convergeant vers le vortex doré décroissant dans le ciel. Des flammes blanches flamboyantes, mêlées de sang, tombèrent en cascade, mais elles traversèrent la forme de Bernadette Gustave, incapable de l'enflammer. C'était comme si l'ange existait hors de leur portée. Elle restait concentrée sur le brouillard gris dense et les diverses corruptions au sein de la ville. Après un moment, son corps s'est transformé en transparence, pour finalement se désintégrer en un tas de bulles qui reflétaient les flammes. Alors que les bulles se dispersaient, Bernadette aussi, quittant la 4e époque de trêve. Deux femmes élégantes aux yeux captivants se sont approchées du brouillard blanc grisâtre semblable à un mur, pour se rendre compte que le ciel au-dessus était taché de sang et que des flammes blanches denses, ressemblant à des gouttes de pluie, descendaient. Juste au moment où ils envisageaient de chercher un abri, un soleil doré s'est soudainement reflété dans leurs yeux. En un clin d'œil, ils furent entièrement purifiés. Ailleurs dans la 4e époque de trêve, les résidents de l'auberge qui s'y étaient aventurés subissaient déjà des anomalies. Certains périrent transformés en monstres, d'autres furent engloutis par des flammes blanches incandescentes, et quelques-uns aperçurent le soleil. Madame Puali a découvert une maison asymétrique relativement intacte au milieu du chaos. Observant la lumière du soleil lointaine et les flammes blanches flamboyantes embrasant les bâtiments voisins, elle hésita à chercher refuge derrière la porte en raison de l'obscurité profonde et terrifiante à l'intérieur. Soudain, sa tête lui lança violemment et elle entendit le cri presque illusoire d'un bébé. C'était le cri de son enfant, un fragment de mémoire résonnant à proximité. Poussée par la sensation mystique, Madame Pulia s'aventura dans l'obscurité infinie au-delà de la porte. Au milieu des flammes blanches incandescentes qui descendaient, voisin Samson, positionné sur la place effondrée, s'est incendié. Cependant, il est rapidement revenu à son état d'origine. Peu de temps après, il fut témoin de sa purification imminente par le soleil. À ce moment-là, sa vision périphérique a capturé une silhouette émergeante derrière un pilier de pierre blanc grisâtre au bord de la place. C'était une créature diaphane et indistincte ressemblant à un lézard. Les yeux froids de la créature l'observèrent silencieusement. Dans la 4e époque de trêve, de nombreux bâtiments ont été engloutis par des flammes blanches incandescentes, leur façade étant désormais teintée de rouge par l'eau de pluie transformée en sang et carbonisée en noir par l'enfer. L'ange rouge Médicis, vêtu d'une armure noire tachée de sang, a émergé du désert dans la ville resplendissante, désormais imprégnée d'un air de destruction. Il a navigué à travers les maisons carbonisées et effondrées, se déplaçant au milieu de flammes blanches tombant et sous des gouttes de pluie sanglantes, un sourire visible ornant son visage. Les 2 blessures en décomposition sur son visage, exposant les os en dessous, avaient déjà commencé à guérir, laissant derrière elles des marques ressemblant à une bouche. Éclaboussure. Des flammes et du sang jaillirent du ciel, projetant une lueur ardente sur la 4e époque de trêve et enveloppant les ruines, la transformant en un enfer cramoisi. Après 2081 ans, Médicis avait de nouveau accédé au titre de roi des anges.